Bonjour à tous. Ravi d'être présent aujourd'hui. Je suis ravi pour plusieurs sujets, pour plusieurs raisons. La première, parce que ce sujet me passionne, la décentralisation, la blockchain. Je le vis au quotidien, je suis un insider, je travaille dans ce domaine. J'ai la chance de voyager partout dans le monde pour échanger avec des institutions, avec des États, avec des politiciens, avec des grandes entreprises et avec plein de startups pour comprendre ce que va être la blockchain demain. Donc l'idée, c'est vraiment de vous partager aujourd'hui mon expérience par rapport à cette thématique. Et aussi, c'est cool d'être présent aujourd'hui devant vous parce que c'est un sujet qui a fait beaucoup couler d'encre. Depuis à peu près un an, le prix du Bitcoin a joué énormément sur cet engouement vis-à-vis de ce sujet. Donc c'est aussi intéressant de répondre à vos questions. Faut qu'elle soit embarrassante, faut qu'elle soit challengeante. On est vraiment là pour explorer les avantages et les inconvénients du sujet. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, n'hésitez pas à lever la main et n'hésitez pas à me poser des questions aussi après. L'agenda, il est assez simple. On a tous des idées vis-à-vis du sujet, on a tous des impressions, on a tous des a priori, on a tous des espoirs vis-à-vis de ce sujet, la décentralisation. Et donc l'idée, c'est de connecter en fait ces idées et voir comment leur donner du sens. Donc il y a différentes angles pour parler de la décentralisation et de la blockchain. Le premier, c'est de s'intéresser à la centralisation. Si on parle de décentralisation, c'est qu'à un moment, il y a eu une centralisation. Donc j'ai passé un temps assez important sur ce sujet, parce que ça va donner du sens par la suite. Comprendre où est-ce que l'on est, comprendre d'où est-ce que l'on vient est indispensable pour comprendre, pour explorer où on va aller dans la suite. Donc pour parler de la centralisation, il y a différents angles, différentes approches. J'aime beaucoup celle-ci, je la trouve extrêmement sexy. L'idée est de dire qu'il y a un lien direct entre la taille du cerveau et la capacité des animaux à gérer leur environnement, les interactions qu'ils ont entre eux. Ce graphique présente différentes informations. En gros, des loups sont capables de gérer des groupes d'individus entre 8 et 10 individus. Des singes entre 30 et 50 individus et les humains à peu près 150 personnes. C'est le nombre de Dunbar. Ce qui veut dire, c'est que si on est dans des groupes supérieurs à 150 individus, on va avoir du mal à communiquer entre nous. Donc il faut trouver des palliatifs, il faut trouver des adaptations pour que les organisations de ces grands groupes puissent être fonctionnelles. Donc en fait, on est limité à cause de la taille du cerveau, mais aussi à cause de nos outils de communication. La voix, les oreilles, la vue. Si je parle sans ce micro, ça devient compliqué pour ceux qui sont... Donc je disais, si je parle sans ce micro, ça devient compliqué pour ceux qui sont au fond de me parler. Si cette salle faisait 10 fois la taille actuelle, ça serait également compliqué de me voir. Donc puisqu'on est dans des environnements qui sont structurés et qu'on est assez limité, même s'il n'y a pas de point négatif par rapport à ça, on est assez limité dans nos interactions, il faut qu'on crée des organisations, il faut qu'on crée des structures pour pouvoir pallier ces limitations. Et donc, ce qui est réalisé en général, c'est des séparations. Donc je ne sais pas combien de personnes sont présentes ici. Je pense qu'on va dire on a une centaine présents ici. 100 personnes, ça va. On arrive à se comprendre, on arrive à interagir, mais si on doit demander à chacune des personnes ici, le résumé des 40 minutes de présentation que je vais vous faire, on va se rendre compte qu'il y aura à peu près 100 versions différentes. Donc plus les groupes sont grands et plus il est difficile de maîtriser les interactions entre ces groupes. Et donc ce qui se passe, c'est que ces groupes vont se séparer. Le groupe va grandir ici, on va être jusqu'à 150 personnes, ou peut-être 140, ou peut-être 160. On va séparer après en deux groupes. Donc on est 160, on se sépare en deux groupes de 80. Ces groupes grandissent eux-mêmes, et à un moment, ils vont se séparer aussi en deux autres groupes. Donc on va se retrouver avec X groupes qui sont nombreux et qui ont la capacité d'interagir dans le groupe. Par contre, pour interagir entre les différents groupes, là, ça devient compliqué. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va élire un représentant. Cette personne, moi par exemple, qui a le micro, qui communique auprès de vous. Et donc on évolue assez classiquement dans des sociétés où on va élire des représentants pour communiquer entre les groupes. Ces représentants
vont se réunir, vont avoir des informations à partager et reviennent vers le groupe initial ou les groupes initiaux et ils partagent ce qu'ils ont appris. Donc on se retrouve dans des organisations assez pyramidales. Là, j'imagine que ça vous parle. On peut penser à des États, on peut penser à des organisations d'entreprise, on peut penser à des organisations de ville, on peut penser à des organisations d'associations, organisations monétaires, etc. Donc, puisque on est limité dans nos interactions, puisqu'on a besoin de représentants, on a créé des organisations pyramidales. La centralisation, c'est ça. On n'est pas capable de gérer nos interactions avec des grands nombres, donc on se structure, on s'adapte pour pouvoir être capable de grandir et de grandir en interagissant. Et donc là, c'est la première approche. Donc deuxième approche, c'est on se retrouve avec 8 groupes de 150 personnes. C'est encore une petite population. Si on voit à l'échelle humaine ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a d'autres adaptations qui sont réalisées, d'autres mécanismes qui sont mis en place pour faire en sorte que la centralisation soutienne la croissance démographique planétaire. Donc ce graphique présente la croissance démographique en fonction du temps. Donc on remarque qu'il y a 3 flèches. Est-ce que vous savez à quoi correspondent ces 3 flèches? La première est l'ère agricole, la deuxième, donc moins 8000 à peu près. La deuxième est l'ère industrielle, donc 18e siècle. Et la troisième flèche, c'est l'ère du microchip. Et donc il y a un point, il y a un dénominateur commun sur ces 3 aires. Il y en a plein, mais en tout cas celui que j'aime beaucoup, c'est la maîtrise d'unités de calcul. On a maîtrisé des nouvelles unités, on a été capable de créer des outils de plus en plus précis, et à chaque fois qu'on a créé des outils de plus en plus précis, on a créé des mécanismes qui ont permis le développement de la démographie sur la Terre. Alors après, c'est un peu comme l'œuf et la poule. Est-ce que c'est un lien de corrélation? Est-ce que c'est un lien de causalité? Je n'ai pas la réponse. Par contre, il y a un lien. Avant l'ère agricole, on était assez à l'aise pour faire des outils un peu grossiers, pour pouvoir faire des roues, pour pouvoir faire des pelles, des pioches. L'ère industrielle, on a été capable de faire des engrenages, donc on a été capable de faire des moteurs. Le train est arrivé, des bateaux thermiques étaient présents. Puis l'ère du microchip, on vit dedans, on est capable d'avoir un outil qui optimise des interactions. Donc Internet est un super exemple. Donc à chaque fois qu'il y a une maîtrise d'une nouvelle unité de mesure, ça soutient la croissance démographique mondiale. Et là, on est dans l'ère du nanomètre, donc 10 puissance moins 9, et on commence à maîtriser cette unité de mesure, et on se rend compte que la population grandit fortement. Donc, ce qui est intéressant de dire, c'est que la centralisation, elle est importante. La centralisation permet de structurer les sociétés, elle permet de manager nos interactions au sein de ces sociétés, et elle permet du coup de soutenir la croissance démographique et les échanges dans ces sociétés. L'inconvénient, c'est que qui dit centralisation, dit aussi centralisation de pouvoir, et dit centralisation aussi de responsabilité. Et donc, on s'intéresse aujourd'hui à un sujet qui est la décentralisation. Alors pourquoi la décentralisation? La réponse est extrêmement simple, parce que c'est normal, c'est naturel. Là, on est 150, enfin on est 100, on ne se connaît pas. Si je suis avec 4 amis, et qu'on fait une soirée, et que je dis bah, aujourd'hui j'achète les bières, demain, la prochaine soirée, ça sera Paul qui achètera les bières, on n'a pas besoin d'avoir un avocat et un juge qui dit Jean-Charles s'est engagé aujourd'hui à acheter les bières, et demain, Paul s'engagera à acheter les bières. On se fait confiance, on est entre nous. Et donc, la centralisation, elle est importante parce que ça permet de structurer les sociétés quand on ne se connaît pas, quand on est en petits groupes et qu'on se fait confiance, on n'a pas besoin d'être dans un environnement centralisé. On peut être dans un environnement décentralisé où chacun a des responsabilités. Et donc la décentralisation, c'est ça. C'est que chaque personne qui intervient dans le processus est considéré comme étant potent, il est capable d'avoir des responsabilités associées à l'évolution du sujet en l'occurrence. Et donc la première illustration extrêmement forte de la décentralisation, ça a été le Bitcoin. En 2008, un individu ou un groupe d'individus, on ne connaît pas, Satoshi Nakamoto, a créé un outil, une plateforme d'échange de valeurs financières, pour proposer une alternative au système centralisé de la banque.
Je ne suis pas ici pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est pas du tout le sujet. En tout cas, c'est une superbe illustration. Superbe illustration parce que ça fonctionne. Il utilise une technologie qui s'appelle la blockchain pour pouvoir faire fonctionner la plateforme Bitcoin. Et ça fonctionne sur une illustration qui met à mal beaucoup de personnes et qui intrigue l'argent. Et donc, si demain je lance une idée de plateforme, une idée de restructuration, de paradigme ou de modèle économique, et que je le fais sur un sujet qui touche tout le monde, bien sûr que ça va faire couler de l'encre. Et donc, Bitcoin 2008, 2008-2009, première illustration de la décentralisation via un outil qui s'appelle la blockchain. Et donc, la blockchain a vraiment pour objectif d'utiliser notre intellect et des ressources technologiques pour pouvoir être une plateforme de décentralisation, de support, d'échange décentralisé. Donc il y a 2 points clés qui permettent de comprendre pourquoi la blockchain fonctionne. Le premier point, c'est l'informatique. La blockchain utilise l'état de l'art de l'informatique en termes de sécurité, en termes de décentralisation, en termes de partage d'informations. Et donc on a une plateforme qui est extrêmement solide, extrêmement robuste. Mais pour que cette plateforme fonctionne, il faut qu'on motive les gens, les utilisateurs de cette plateforme à bien se comporter. Donc il y a vraiment cette mixité d'avancées technologiques et d'avancées dans la théorie du jeu pour qu'on incentive, on motive les personnes qui utilisent la blockchain à avoir un comportement positif. C'est plus récompensant de bien se comporter que de mal se comporter. Il y a plein de façons d'illustrer ce qu'est la blockchain. Moi j'aime bien celle-ci. Imaginons on décide d'écrire un livre tous ensemble. On est 100 personnes, on va écrire un livre. Je lance l'idée comme ça, on écrit un livre. Donc je prends toutes vos adresses email, j'ouvre un Google Doc et on commence à rédiger le livre. Je n'ai pas précisé quelles sont les règles de rédaction, je n'ai pas précisé comment est-ce que je vérifie que chacun qui va contribuer sera surveillé, etc. Clairement, au bout de quelques heures, ça va être le bordel sur le document Google Doc. Il va y avoir du piratage, il va y avoir des paragraphes sur la blockchain, d'autres paragraphes sur l'impact de la déforestation, d'autres paragraphes sur le running à la tête d'or. Et donc clairement, on sera dans un environnement où le résultat ne sera pas intéressant, voire il n'y aura pas de résultat. La blockchain, c'est un autre paradigme. La blockchain, si on utilise cette image d'écrire un livre tous ensemble, je vais écrire le premier paragraphe. Donc il y aura une copie de ce livre qui sera quasiment vierge, j'aurai juste un paragraphe. Et ensuite, quelqu'un va écrire un deuxième paragraphe, selon un consensus, selon un process qui a été validé en avance, et tout le monde est au courant de ce process. Le process, dans le cas ici, c'est le sujet, par exemple, le livre avec des paragraphes qui sont, enfin des thématiques qui sont prévalidées. Et donc, au lieu de rajouter un deuxième paragraphe sur ma copie, enfin la copie que j'ai initiée du livre, on va créer une deuxième copie. Et on va écrire ensuite un troisième paragraphe, une troisième personne va écrire un paragraphe, et au lieu de rajouter le troisième paragraphe sur la deuxième copie, on va créer une troisième copie. Donc on va se retrouver avec un ensemble de copies, depuis le premier paragraphe, qui enregistre toutes les modifications qui ont été réalisées sur ce livre. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on a la possibilité d'avoir l'enregistrement des modifications de livres depuis le début, depuis la première lettre. Et puisqu'on est dans le contexte de la blockchain, on a tous une copie de l'ensemble des paragraphes qui ont été réalisés. Donc depuis le premier paragraphe, on enregistre sur son ordinateur l'ensemble des copies qui ont été utilisées pour écrire ce livre. Et ça, c'est vraiment une nouvelle façon de collaborer parce qu'il y a plein d'avantages. Un des premiers, par exemple, c'est se dire, si une personne au fond de la salle perd sa copie, elle se fait pirater son ordinateur, c'est pas grave. On a 99 autres copies, enfin, on a 99 autres fichiers avec l'ensemble des copies du livre. L'autre avantage, c'est que si des personnes ici se font voler une partie des copies, là encore, c'est pas grave. Puisqu'on a l'ensemble des copies depuis le début, on peut retrouver ce qui est réalisé. Et puisqu'on est dans l'analogie de la blockchain, on va motiver des personnes, on va les motiver financièrement à écrire, on va motiver d'autres personnes à enregistrer ces copies et à participer à
la préservation du système et de l'ensemble de ces systèmes. Donc, la blockchain, c'est vraiment ça. C'est un système d'enregistrement d'événements, là, écriture de livres, qui est partagé avec l'ensemble des personnes. Et depuis la création, on enregistre chaque modification. Donc, on a des paramètres clés, paramètres de la décentralisation. Il n'y a pas une personne qui a l'ensemble des copies du livre. Ce n'est pas Google qui est propriétaire physiquement, concrètement, des copies du livre. C'est distribué. Donc, l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'écriture du livre a l'ensemble des copies de ce livre. C'est aussi transparent parce qu'on sait, on a validé ensemble avant les consensus qui sont nécessaires pour écrire sur ce livre. C'est aussi trustless. Alors, trustless en informatique, ça ne veut pas dire on ne croit pas au système, ça veut dire que la croyance, enfin la confiance dans le système, elle est intriguée, elle est directement dans le système. Comme c'est transparent, comme c'est visible et comme on a accès à l'ensemble des processus qui ont établi ce système, c'est pour ça qu'on parle de système trustless. Et c'est immuable. Ça, ce mot, je l'adore. Immuable, ça veut dire qu'on ne peut pas réécrire ce qui a été écrit précédemment. C'est le concept de j'écris un paragraphe, je fais une faute tous les 2 mots dans ce paragraphe, une deuxième personne relit mon paragraphe, il les corrige. Au lieu de modifier mon paragraphe, on crée encore une nouvelle copie avec les modifications. L'intérêt, c'est que dans 2 ans, quand on regarde qui a contribué à quoi concernant ce livre, on sait qui a corrigé, on sait qui a fait des fautes, on sait qui les a corrigées. Et donc ce paramètre d'immuabilité, il est clé. Il est clé parce que c'est vraiment ce qui permet de concevoir la blockchain comme un outil d'audit. Si vous avez un projet qui a une partie de son activité sur la blockchain, c'est aussi un outil d'audit que vous pouvez donner à un comptable, que vous pouvez donner à un État, que vous pouvez donner à un avocat pour vérifier qui a fait quoi. Donc en résumé, la blockchain, c'est un carnet d'enregistrement d'événements. Ça fonctionne pour 2 raisons. Ça fonctionne parce que il y a l'état de l'art de l'informatique en termes de sécurité, de partage d'informations. Et ça fonctionne parce que les gens sont motivés à bien se comporter. Je reprends l'analogie du livre. Si une personne efface des paragraphes et écrit des paragraphes qui n'ont rien à voir avec le sujet, tout le monde va le voir. Et tout le monde va voir que c'est cette personne qui l'a fait. Donc ça, c'est vraiment des points importants. La blockchain, c'est solide parce que c'est un mélange de technologie et c'est un mélange de théorie des jeux. Et si vous vous posez la question pourquoi implémenter un projet blockchain dans votre activité, la réponse est absolument liée à cette notion, le tiers de confiance. Si vous avez un projet qui est associé à la nécessité d'avoir un tiers de confiance, mais que vous ne voulez pas que ce tiers de confiance soit une institut, soit une banque, soit un avocat, soit un auditeur, etc., mais que vous voulez que la confiance soit directement intriquée dans le support technologique qu'est la blockchain, dans ce cas-là, ça fait sens d'avoir un pendant blockchain à vos projets. Donc des exemples. Je suis un logisticien, j'envoie des cargos de Chine jusqu'à Paris et de Paris jusqu'à Lyon. Comment est-ce que je prouve à mes clients que la marchandise qui a été récupérée en Chine correspond bien à ce qu'ils ont commandé et que pendant le transport, je suis passé par 3 pays par exemple, je n'ai pas changé de marchandise. La blockchain permet de vérifier que sur l'ensemble du transit, les changements de bateau, les changements de transporteurs, à chaque fois correspondaient à la même marchandise. Donc le tiers de confiance, ce n'est pas un auditeur qui va être dans le bateau que l'on a payé, en qui on doit avoir confiance. Le tiers de confiance, c'est la technologie qui permet le suivi. Il y a beaucoup d'exemples en fait, qui ont un intérêt par rapport à la blockchain. On peut imaginer aussi une entreprise dans la pharma qui échange des informations avec une business unit de l'entreprise. Est-ce qu'elle a besoin de la blockchain? Non. Elle échange des informations. En effet, ces informations doivent être partagées. En effet, ces informations doivent être validées en termes de rigueur, etc. Mais ils se font confiance, c'est la même société. Par contre, si 2 grands noms de la pharmacie collaborent ensemble pour partager des données respectives, là, ça peut faire sens. Ils ne se font pas confiance, ils sont concurrents. Par contre, ils savent qu'il y a un intérêt de partager la data qui est peut-être difficile d'accès,
et qui va leur permettre d'aller beaucoup plus vite dans la réalisation de nouveaux médicaments. Et dans ce cas-là, pour savoir qui a fait quoi, qui utilise quelle information, c'est intéressant d'avoir un outil blockchain pour pouvoir rassurer ces grands de la pharma et leur valider la possibilité d'avoir un système de partage d'informations. Donc on a parlé des deux acteurs, enfin on a parlé de l'acteur premier du secteur de la blockchain, le Bitcoin, qui ici possède de la crypto-monnaie ou des bitcoins. Ouais. Bien. Qui possède des Ethers? Ok, super. Il y a plusieurs définitions concernant ces assets. Donc le Bitcoin, c'est un peu un or décentralisé. C'est une référence de valeur financière du monde de la crypto-monnaie. Et ça permet d'échanger de l'argent entre différents individus. Donc l'intérêt, c'est que ça va vite, par exemple, quand on fait des transferts d'un pays à un autre. Pourquoi est-ce que je dis Bitcoin, c'est pas Bitcoin blockchain? Parce que souvent, il y a une association entre blockchain et Bitcoin. Bitcoin, c'est une illustration de ce qu'est, de ce que peut être un service qui utilise la blockchain. C'est une des illustrations, c'est la première. Donc du coup, il y a une confusion, mais c'est une seule seulement. Il y en a plein d'autres. Ethereum, c'est une autre illustration. Ethereum a pour objectif de proposer un service d'enregistrement d'événements qui est décentralisé, distribué, etc., à des applications. Donc on peut imaginer qu'un Uber décentralisé ait besoin d'une plateforme d'enregistrement des activités pour automatiser les paiements entre les différents clients, pour automatiser le ranking des chauffeurs, le ranking des clients, etc. Et en même temps pour donner accès à ces rankings de façon transparente à l'ensemble de ses utilisateurs. Et donc il pourrait utiliser, ce Uber décentralisé, la blockchain Ethereum, qui est un peu comme l'Internet pour les applications décentralisées. Mais il y en a des milliers. Il y a des milliers de projets blockchain. Aujourd'hui, tout ce qui répond à la question « je veux un tiers de confiance qui est technologique, qui n'est pas une institution », tous ces projets qui ont besoin de ce paradigme peuvent avoir un pendant blockchain. Donc il y a le YouTube décentralisé, il y a le Uber décentralisé, il y a le Airbnb décentralisé, etc. Je voudrais continuer en parlant de disruption. Il y a deux sujets aujourd'hui qu'on va aborder sur la disruption. Le premier est le financement de l'innovation. Classiquement, une société qui veut se financer suit ce schéma. Alors, il y a plein de contre-exemples, mais ça, c'est une moyenne à peu près. Il y a plein de contre-exemples parce qu'il y a des sociétés qui vont beaucoup plus vite, des sociétés qui lèvent beaucoup plus, des sociétés qui vont beaucoup plus lentement, des sociétés qui n'arrivent pas à lever. Mais le schéma, c'est à peu près ça. On demande du seed money qui permet d'initier le projet, de faire un premier POC, une preuve de concept. À partir de là, on lève un peu plus d'argent via des family business. Et puis, puisqu'on sent qu'il y a une traction marché, on va avoir des VC, des venture capitalistes. On va faire un premier round de levée, puis un deuxième round parce qu'on a besoin de développer à l'international. C'est une durée non négligeable. 2 ans, c'est déjà un beau parcours. Il y a une alternative qui se résume en 3 lettres, ICO, Initial Coin Offering. C'est une vente d'une monnaie digitale qui est créée pour accéder à un service. Et donc, ce service dépend de l'entreprise qui réalise cet ICO. Et ça, c'est un peu comme un crowdfunding, mais au lieu de vendre un produit, on vend l'accès futur à un service qui sera développé par l'entreprise. C'est non négligeable. Deuxième semestre 2017, il y a eu plus de levées d'argent aux États-Unis via des ICO que via des ventures capitalistes. États-Unis, la mecque de la start-up, il y a eu plus de levées d'argent via des ICO que via des ventures capitalistes. L'année 2017, c'est un peu moins de 6 milliards de fonds levés en ICO. Là, sur le premier semestre 2018, on est déjà à 8 milliards, et dont des très grosses ICO comme Telegram. Telegram, cette application de messagerie, a levé 1,7 milliard. J'ai dit millions, pardon, c'est milliards. Donc 8 milliards déjà sur le premier semestre 2018. Alors c'est bien, les ICO, par contre, ça ne veut pas dire que ça soit facile.
C'est pas évident parce que le marché, en ce moment, il est stable, voire descendant. Le marché de la crypto-économie, il est stable, voire descendant. Le prix du Bitcoin a vraiment flambé fin 2017, début 2018. Et aujourd'hui, le marché, donc beaucoup de personnes sont rentrées dans le game en disant bah, c'est cool, j'ai profité de l'inertie positive, sauf que ça s'est diminué, enfin ça a diminué, et que depuis février, le marché est très calme. Mais puisque c'est calme d'un point de vue spéculation, ça ne veut pas dire que le marché n'est pas intéressant. Au contraire, comme c'est calme d'un point de vue spéculation, il y a plein d'entreprises qui s'y mettent en disant « Ok, maintenant ça s'est calmé, ça devient sérieux ». Il y a plein d'États qui regardent aussi comment intégrer ces projets blockchain. Et l'autre point aussi qui fait que ça peut être difficile de faire une ICO, ça coûte cher. Il y a plein de projets qui veulent faire des ICO, et donc c'est assez courant d'avoir des budgets pré-ICO de 500 000 ou de 1 million d'euros. Donc ça coûte de l'argent pour lever de l'argent. Et donc de ce fait, on voit des mix de financement entre des venture capitalistes classiques, non crypto, et puis des ICO. En effet, les sociétés vont voir des entreprises ou des fonds d'investissement pour les aider à créer un premier produit, à créer une première traction marché, et ensuite lever de l'argent via une ICO. Et puis il y a des alternatives aujourd'hui, DAICO, qui est Decentralized Autonomous ICO, qui permet en fait aux investisseurs d'avoir un peu plus d'emprise sur ce qu'ils pourront faire. Là, en l'occurrence, c'est valider que l'argent est versé en fonction d'étapes du projet. Et puis, il y a aussi des ICO pour des tokens qu'on appelle des securities, qui donnent accès à des equity, à des parts de l'entreprise, ou à des droits de vote, etc. Donc c'est un marché qui est vraiment en évolution. Et la deuxième disruption que je souhaiterais aborder, on va passer un peu de temps sur cette partie-là, c'est la disruption sur les sociétés. Sociétés au sens social, sociétal, et au sens entreprise. Alors là, c'est vraiment au sens sociétal. Mais ce qui m'intéresse aussi, on va faire un focus sur la partie entreprise. Donc on parlait tout à l'heure de monde centralisé, donc d'organisation pyramidale. Et donc on parle souvent, pour caractériser nos sociétés, d'organisation de haut en bas, avec les États en haut et les citoyens en bas. On peut imaginer que la blockchain soit un outil pour être sur des organisations horizontales. Je ne vais pas m'intéresser aujourd'hui sur le pendant social ou sociétal de la blockchain pour pouvoir horizontaliser les États. Par contre, je vais faire un focus sur la partie business. On va parler argent, on va parler modèle économique. Donc un exemple ici, Jack est gourmand, il est amateur de pizza. Régulièrement, il commande des pizzas dans une pizzeria qui fait la livraison à domicile. Client classique, donc là, on est dans un modèle assez simple. Il y a une société qui vend un service, qui vend des produits, et puis il y a un consommateur. Mais Jack, il est aussi fan de vélo. Tous les matins, il prend son vélo pour aller au travail, et tous les soirs, il rentre du travail à vélo. Et donc, il a des informations qui sont intéressantes. Il a des informations de trafic, circulation, embouteillage, etc. Et comme la pizzeria a des livreurs, on pourrait imaginer être dans un paradigme d'entreprise où non seulement Jack est client de la société qui fait de la livraison de pizza, mais aussi vend des services à cette société, notamment des services d'information de trafic. Et que cette société utilise ces informations de trafic pour optimiser le temps et le coût de déplacement de ses livreurs. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'aime bien les belles idées, j'aime bien les paradigmes qui semblent cool, mais j'aime encore plus les paradigmes qui sont concrets. Donc, je vais vous donner des exemples de ce que l'on fait à Exec. Exec est une société lyonnaise qui a pour but de proposer une place de marché, enfin une plateforme pour de l'échange de ressources informatiques. Et on va voir comment une société peut utiliser des leviers grâce à la blockchain pour proposer des services que je vous ai juste teasé quelques secondes avant. Et donc, rapide historique, on vient du monde du grid computing. Beaucoup de personnes ont entendu parler de ces projets, ces immenses projets qui demandent à des bénévoles, des volontaires, de partager leurs ressources informatiques, s'il vous plaît, de 20h à minuit. Mettez à disposition votre ordinateur. On va faire tourner un algorithme qui va permettre de créer une nouvelle protéine pour lutter contre le cancer. Ou on va faire tourner un algorithme qui va permettre d'explorer l'expansion de l'univers. Donc c'est extrêmement intéressant, ce sont des beaux projets. L'inconvénient, ce sont des projets qui mise sur la motivation des gens à partager leurs ressources informatiques. Et donc,
c'est compliqué de motiver des personnes à être toujours présents de 20 h à minuit devant l'ordinateur et de mettre à disposition leurs ressources informatiques. Donc pour les motiver, on pourrait les payer. Mais si une personne fait 1 minute de location de son CPU, de son processeur, comment est-ce qu'on peut faire un virement d'1 millième d'euro? Les frais bancaires sont supérieurs. Donc il y a une problématique là-dessus. Alors on vient de ce background-là, et puis on a voulu en fait intégrer notre expérience sur notre capacité à coordonner des centaines de milliers d'ordinateurs et l'utiliser dans le monde de la blockchain. Et donc on s'est financé via une ICO. Alors on repense tout à l'heure, ICO, Initial Coin Offering, c'est un mode de financement pour financer des startups. L'autre mode de financement classique, c'est 2 ans, à peu près 6-7 millions d'euros, quand tout se passe bien. L'ICO d'Aexec, 3 heures, 70 millions d'euros. Ce n'est pas un exemple unique, il y a plein d'exemples comme ça dans le monde. On n'a pas des milliards, mais il y en a quelques-uns. Quand on a un projet sérieux et qu'on veut se financer rapidement et que ce projet intègre une option blockchain, on peut demander à des personnes, des investisseurs partout dans le monde, d'acheter en avance le service, l'accès à un service via un token. Donc on a émis un token qui s'appelle le RLC. Ce token va donner accès au service qui est développé par la société. Et on a levé l'équivalent de 10 000 bitcoins en avril 2017. À ce moment-là, le bitcoin valait 1 200 $, donc c'était 12 millions d'euros. Le bitcoin a fait x6 depuis. Donc on a à peu près un asset financier de 70 millions d'euros. 3 heures. Donc repensez à la timeline de tout à l'heure de financement d'innovation, 2 ans. Depuis, on a recruté beaucoup de personnes extrêmement compétentes. On est aujourd'hui 22, on a présenté nos produits. Je vais vous en parler juste après. Donc en fait, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on fait l'intermédiaire entre des sociétés qui ont besoin de ressources informatiques, une société à San Francisco qui fait l'intelligence artificielle, une société à Paris qui fait du rendu 3D, une société qui travaille sur la finance, et donc on fait le lien entre ces sociétés-là et des sociétés qui ont de la ressource informatique disponible. Donc ça peut être ma grand-mère, qui n'utilise pas son ordinateur le soir. Ça peut être aussi un très gros data center qui a 98% d'utilisation de ses serveurs, mais qui veut optimiser les 2% qui restent. Donc nous, on est l'intermédiaire. On est en gros le Airbnb du serveur qui met en relation de l'offre et la demande. On est un peu aussi le Tinder de la blockchain. On met en relation des personnes qui ont un profil intéressant pour utiliser la ressource informatique avec des sociétés qui ont un profil intéressant pour en proposer. Alors, juste pour les analogies Airbnb, puisque c'est la blockchain, c'est Airbnb sans Airbnb, puisque la blockchain permet d'automatiser en fait, les process, permet d'automatiser comment ça se passe, qui fait quoi, qui a participé, comment il a participé, est-ce qu'il a bien participé ou pas. Donc c'est ça qui est intéressant. Tout à l'heure, quand je parlais du Uber de la blockchain ou du YouTube de la blockchain, c'est Uber sans Uber, parce que le process, il est autonome, il est automatisé. Donc voilà comment ça fonctionne. Très rapidement, on est en relation avec la blockchain sur cette partie-là de notre business. Donc on enregistre tous les événements, on utilise les intérêts de la blockchain pour pouvoir proposer ce service. Et puis cette partie-là, c'est notre popote interne. On fait le matchmaking. Et donc le workflow, une société a besoin de calcul. Elle utilise une application. Donc on a une sorte de Google Play qui s'appelle le Dapp Store. Elle va sur une place de marché qui lui permet de trader de la ressource informatique. Donc on ne considère pas la ressource informatique comme un accès à un service pendant 1 mois, 2 mois. C'est la ressource informatique qui est associée à une tâche. Donc en fait, ça devient une commodité qu'on peut trader au même titre qu'on peut trader du pétrole, qu'on peut trader du riz ou qu'on peut trader de l'or. Donc on trade la ressource informatique via cette place de marché. Et on se rend bien compte ici qu'on est sur une interface assez classique. Il y a besoin de calcul. En face, il y a des personnes qui ont du calcul à offrir. Et donc on les met en relation. Le meilleur, enfin le plus ajusté d'un point de vue financier, gagne l'exécution du calcul. Donc ensuite, le calcul il est exécuté. Et on a un processus en interne qui s'appelle la preuve de contribution. Cette preuve de contribution permet de vérifier que le calcul est bien exécuté et de donner l'information à la personne qui a acheté le calcul. Et ça, c'est nouveau. Quand on achète de la ressource informatique sur Internet aujourd'hui, on n'a pas de vérification que le calcul a été bien exécuté. Donc c'est vraiment un nouveau paradigme. On ajoute un niveau de service qu'on n'avait pas avant. Et ce niveau de service, il est indispensable quand on est dans une économie décentralisée où on ne sait pas qui va exécuter quoi.
Et à la fin, bien sûr, la personne reçoit son calcul. Donc, what else? La suite, c'est cette technologie. Ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Intel a décidé depuis 2016 d'intégrer dans tous ses processeurs un coffre-fort qui s'appelle SGX. Donc, ce coffre-fort permet de faire quoi? Il permet de faire de l'encryption matérielle. Aujourd'hui, en informatique, on parle d'encryption software, d'encryption logicielle, où on transforme cette ligne de texte en suite de chiffres, de symboles et de lettres. Et donc SGX permet d'additionner l'encryption hardware et l'encryption software pour proposer un nouveau niveau de sécurité d'échange d'informations. Ça veut dire que je peux exécuter un calcul, je peux partager la data sur n'importe quel ordinateur. Je n'ai pas besoin d'avoir confiance en le propriétaire de l'ordinateur, puisque je sais que ça va exécuter dans un coffre-fort SGX et que de ce fait, même le propriétaire de l'ordinateur ne peut pas savoir ce qui s'est passé dans son ordinateur. Donc si on revient à Jack, il peut partager, vendre de l'information à la pizzeria, mais il peut du coup aussi le faire au concurrent de la pizzeria. Et pourquoi est-ce qu'il peut le faire? Parce qu'il est propriétaire de sa data. Aujourd'hui, quand on vend de la data, on n'est plus propriétaire de la data. Quand on met à disposition la data, on n'est plus propriétaire parce que la société qui va l'utiliser peut la copier. Là, le nouveau paradigme de la blockchain et de l'encryption matérielle, c'est de mettre à disposition la data tout en gardant la propriété de la data. Donc Jack peut mettre en vente sa data à Pizza Hut. Pizza Hut va exécuter un programme d'analyse de déplacement de véhicules ou de livreurs, mais il peut aussi le faire pour un concurrent de Pizza Hut. Et on est vraiment dans un nouveau paradigme où on utilise un levier technologique pour décentraliser une organisation. Jack est le client de Pizza Hut, mais aussi la société, l'individu, fournisseur de services à Pizza Hut. Parce qu'aujourd'hui, souvent on parle de structure customer-centrique. Donc le client est au milieu. Mais souvent le client est au milieu et on utilise sa data à l'insu de son plein gré. Alors je prends des exemples aujourd'hui qui sont Strava, Pizza Hut et Sushi Shop, parce que justement ce sont des exemples qui n'existent pas, mais on a tous des exemples en tête où on utilise une data à l'insu de notre plein gré et on n'est pas payé par les entreprises qui ont des bénéfices grâce à la data qu'ils utilisent. Et la blockchain va permettre justement d'horizontaliser en fait les modèles économiques en changeant le paradigme de qui est le client et qui est la société consommatrice. Donc c'est pour ça que là je parle de B2C, to B. Le client vend aussi de l'information, vend aussi du service à la société. Et cette société peut être Pizza Hut, mais ça peut être aussi une société d'intelligence artificielle. Et puis Jack, il a en effet un vélo, mais il a aussi un ordinateur. Et donc pourquoi ne pas mettre à disposition son ordinateur donc à Pizza Hut toujours, pour réaliser l'algorithme d'optimisation de trafic de ces livreurs en utilisant aussi ces datas. Donc on est sur un paradigme où non seulement on vend la data, mais on peut aussi imaginer vendre l'accès à la ressource informatique pour exécuter ces datas. Donc Pizza Hut peut avoir un contrat avec un grand fournisseur de cloud pour exécuter sa data, mais peut avoir aussi un contrat avec 10 000 personnes qui mettent à disposition leurs ordinateurs pour exécuter des logiciels. Et puis, Jack est un individu, il le fait, mais on peut imaginer que ce soit aussi des objets qui mettent à disposition leurs ressources automatiquement. Un lampadaire peut détecter le trafic, donc il peut remonter de l'information à des sociétés. Un lampadaire a aussi des microprocesseurs. Dans une ville où il y a 100 000 lampadaires, on a un réseau de microprocesseurs extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Ces microprocesseurs à l'unité ne valent pas grand-chose en termes de calcul, mais puisqu'il y en a 100 000 dans la ville, on peut imaginer créer des networks d'optimisation des ressources informatiques aussi. Et donc, on est vraiment sur des nouveaux paradigmes. Et là, l'exemple de la voiture autonome, cette voiture, elle est à la fois cliente, parce qu'il y a une personne derrière, elle est à la fois objet, parce qu'il y a plein de capteurs qui peuvent renvoyer des informations, et puis à la fois, c'est aussi une entreprise, parce que derrière cette voiture, il y a une société qui l'a conçue. Donc on se rend bien compte qu'on évolue sur des nouveaux paradigmes. AExec ou plein d'autres sociétés de la blockchain. Là, en l'occurrence, on trade la ressource informatique comme une commodité. Donc chaque personne peut imaginer gagner de l'argent en mettant à disposition son ordinateur ou son frigo connecté. Et on crée aussi en associant différentes technologies, la blockchain, l'encryption hardware et la preuve de contribution, qui est extrêmement clé. On crée aussi des nouveaux paradigmes de B2B2C ou de objet to business.
Donc pour conclure, j'aime bien cette phrase parce qu'elle nous challenge un petit peu. En effet, c'est à nous de faire le chemin pour comprendre l'environnement dans lequel on est. Tout à l'heure, je parlais de connecter les points, c'est à nous de les déconnecter, c'est à nous de les reconnecter en creusant et en challengeant notre vision de ce qui est normal, notre vision de ce qui est standard. Et ce chemin, il est extrêmement personnel. Il ne faut pas être le scientifique du Moyen-Âge qui voulait absolument faire croire que la Terre était plate. Donc c'est à nous de revisiter ce qu'on considère comme étant la normalité pour redéfinir des nouveaux paradigmes. Et donc on se rend bien compte que l'économie décentralisée, associée à l'économie du partage, associée à des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la big data, l'Internet des objets, l'Internet de tous les objets, crée aujourd'hui de nouveaux paradigmes sociaux. Ces paradigmes ont un impact direct sur l'économie et sur la façon dont nos sociétés vont s'organiser, nos entreprises vont s'organiser, et de la façon dont nous allons interagir avec ces sociétés. Mais ce n'est pas fini. Je voulais juste proposer ce slide, qui est l'eau. Est-ce que vous savez ce que c'est l'eau? Alors c'est pas moi qui ai eu la flemme d'écrire LOL, et du coup je me suis dit, je suis un ado pressé, et tout le monde va comprendre que l'acronyme LO veut dire LOL. L'eau, en fait, illustre un argument que j'ai souvent vis-à-vis de la blockchain. J'entends deux arguments. Le premier, c'est de dire la blockchain est utilisée pour des activités qui ne sont pas très clean. Si on passe une demi-heure sur Wikipédia, on sait très rapidement que ce billet de 10 €, on ne peut pas savoir à quoi il a servi avant, on ne peut pas savoir à quoi il va servir après, alors qu'un Bitcoin ou un Ether, c'est tracé. Donc il n'y a aucun intérêt, à moins d'être un dealer de drogue qui est complètement stupide, il n'y a aucun intérêt d'utiliser la crypto-monnaie pour faire du trafic. C'est ce qu'il y a de pire, tout est tracé. Deuxième argument que j'entends souvent, c'est oui, mais la blockchain, c'est pas encore optimisé. En effet, c'est pas encore optimisé, c'est pas encore optimal, mais ça va extrêmement vite. On a vu tout à l'heure la croissance démographique, tout va très vite. Les évolutions qu'il y a eu dans le domaine de la blockchain ces derniers mois sont beaucoup plus importantes que les évolutions qu'il y a eu il y a 3 ans. Et donc l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est le premier email qui a été envoyé au monde. L'eau, c'est un email qui était à la base login. UCLA 1969, un chercheur a envoyé un email. Alors à ce moment-là, il n'y avait pas d'Internet, donc il y avait ARPANET, et on ne pouvait pas vérifier ce qui se passait sur Internet. Donc en fait, il était au téléphone avec l'autre chercheur, et il dit « Je t'envoie la première lettre. La première lettre est arrivée. Oui, la première lettre est arrivée. Est-ce que c'est bien elle? Oui, c'est elle. Je t'envoie la deuxième lettre. La deuxième lettre est arrivée. C'est un O. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. » Et en fait, il voulait envoyer login, sauf que ça a planté à ce moment-là. 1969, incapable d'envoyer un email plus long que l'eau. C'est il y a 50 ans. 50 ans avant, quand on parle de l'écosystème dans lequel on est aujourd'hui, si on parle du début du 19e siècle, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la magie. On a tous nos smartphones, on communique entre nous. À ce moment-là, ça aurait été considéré comme de la magie. 50 ans plus tard, premier email, c'est beaucoup plus rapide d'envoyer un message par la poste. L'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est la science-fiction pour eux. Alors qu'aujourd'hui, c'est la normalité. D'où l'intérêt de repenser ce qu'est la normalité et les évolutions de cette normalité. Donc je voudrais juste que vous finissiez en fait, ce talk en réfléchissant à comment, dans votre environnement professionnel, personnel, associatif, vous pourriez intégrer une idée de décentralisation via la blockchain. Merci beaucoup. Donc avec plaisir pour répondre à vos questions. Il y a aussi une session à 14 h où j'aurai là 1 heure pour échanger avec vous. Et là, il y a à peu près 10 minutes de questions. Et vous pouvez aussi me joindre sur Telegram à JCC24 et autrement par email. Bonjour. Merci pour votre présentation. Alors moi j'ai plusieurs questions, je vais peut-être en poser qu'une, il faut que je choisisse. Est-ce qu'on a des exemples, je dirais, de corruption de chaînes ou des exemples de piratage de chaînes, soit récents, soit des craintes? Alors ça, c'est un sujet hyper intéressant. Il n'y a pas eu, notamment sur les chaînes les plus connues, genre Bitcoin par exemple, il n'y a pas eu de piratage. Par contre, il y a eu des piratages sur des services associés à Bitcoin. Par exemple, des exchanges qui faisaient du trading de Bitcoin et qui, eux, se sont fait pirater. Mais ce n'est pas la blockchain Bitcoin qui a été piratée, ce sont des services associés qui, en effet, avaient des problématiques de sécurité. Donc, en fait, des personnes ont perdu leur Bitcoin parce qu'ils s'étaient stockés en dehors d'un environnement sécurisé.
Donc aujourd'hui, la blockchain étant, plus il y a de participants en fait à la chaîne, et plus cette chaîne elle est solide. Allez-y. Je ne sais pas si on m'entend. Quels sont les freins au développement de la blockchain? Parce que plus il y a de blocs, plus il y a des problèmes de performance. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Comment vous anticipez à la fois l'amélioration de la performance du traitement des blocs et puis le nombre exponentiel de blocs? Alors, il y a une question vis-à-vis de la scalabilité. Comment la blockchain va adresser la scalabilité? Parce qu'en effet, on peut imaginer que plus il y a de blocs, plus c'est sécurisé. Mais plus il y a de blocs et plus c'est long aussi d'écrire des événements. Des événements dans le sens des actions ou des nouvelles informations sur la blockchain. Il y a plein de solutions qui se présentent. Il y a des solutions qui sont sur l'optimisation des processus et des consensus de validation des blocs. Donc il y a beaucoup de projets qui sont sur ce sujet-là. Il y a le Proof of Work qui était le projet initial de Bitcoin. Il y a le Proof of Stake qui est plus optimisé, plus rapide, moins coûteux en énergie. Et il y en a d'autres qui arrivent encore. L'autre approche, c'est donc c'est ce qu'on appelle la sidechain. Donc ce sont des chaînes parallèles. Au lieu d'envoyer toute l'information au moment où elles sont exécutées, on les enregistre d'abord sur une chaîne qui est parallèle à la chaîne principale. Et lorsqu'on a 1000 informations par exemple, on les envoie à ce moment-là en batch, en groupe, sur la chaîne principale. Donc ça permet d'avoir une solution de scalabilité pour ne pas diminuer le trafic que l'on a aujourd'hui sur la blockchain. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre les blockchains publiques et les blockchains privées, et notamment comment fonctionne le tiers de confiance dans les blockchains privées? Alors ça, c'est un sujet hyper intéressant. Blockchain publique, blockchain privée, c'est un peu intranet versus Internet. Une blockchain privée, c'est une blockchain qui n'est pas ouverte à tout le monde. Donc en fait, c'est un groupe de personnes qui se disent on va faire une blockchain entre nous. Ces personnes sont souvent des entreprises. On va faire une blockchain entre entreprises. Il y a 20 entreprises qui veulent faire une blockchain entre eux, donc ils vont faire une blockchain où il y a par exemple 20 nœuds ou 20 serveurs. Et en face, on a les blockchains publiques où tout le monde peut contribuer à la blockchain, mettre à disposition sa ressource de calcul et être incentivé ponctuellement pour le faire. Et du coup, l'intérêt de la blockchain privée, alors les grands fans de la crypto-économie sont pas du tout fous. N'aiment pas du tout le concept de blockchain privée, mais pour moi, c'est une étape qui est hyper intéressante. C'est une étape qui va permettre d'évangéliser les entreprises et de leur faire comprendre l'intérêt de la décentralisation. Et cette blockchain de consortium ou cette blockchain privée, c'est un peu le intranet des années 90. Avant que les entreprises passent sur Internet, elles avaient un intranet. Et oui, bien sûr, 10 ans ou 20 ans plus tard, ça semble ridicule. Mais à ce moment-là, c'était une étape pour tester en fait, un nouvel environnement digital et faire un pas vers Internet. Mais alors, du coup, est-ce qu'on peut imaginer que, je sais pas, on est IBM, Microsoft, Google qui montent leur propre blockchain et qu'à ce moment-là, ce qui fait la caractéristique de l'immuabilité deviennent caduques, puisque du coup, elles auraient la possibilité d'altérer finalement la blockchain qu'elles proposent. Alors, c'est le concept, en effet, c'est pour ça que les blockchains privées sont aussi un peu décriées, parce que comme en fait, c'est seulement quelques individus qui maîtrisent la blockchain, ben, en effet, on doit avoir confiance en ces individus. Donc plus il y a d'individus qui sont présents sur la blockchain, et plus cette notion de confiance, elle est distillée dans le bon sens, en fait, elle est répartie. À l'inverse, sur des blockchains de consortium, en effet, il faut avoir confiance dans les sociétés qui supportent cette blockchain. Mais ça peut faire sens, par exemple, pour des sociétés qui sont concurrentes et qui veulent partager de l'information. On peut imaginer les banques européennes aient une blockchain pour le partage de KYC, Know Your Customer. Donc c'est ce système d'identification pour ouvrir des comptes. Et donc ça sera hyper intéressant pour le particulier de présenter une fois les documents de KYC à une banque. Et lorsqu'il change de banque, la nouvelle banque aurait accès, en fait, via une blockchain de consortium, une blockchain partagée par l'ensemble des banques, aurait accès aux documents de KYC. Donc au lieu de redonner à chaque fois les mêmes documents, ça serait un gain de service qui serait hyper intéressant. Bonjour et merci. Je me posais la question s'il y avait une durée de vie pour une chaîne, vu la quantité de données que cela engendre d'un point de vue écologique, même au niveau de données personnelles, toutes les transactions qui seront quand même identifiables par rapport à la personne. Alors, en fait,
Oui et non. Oui, parce qu'on peut imaginer en effet qu'on est sur des environnements où la nature de la blockchain grandit et qu'à un moment ça prenne trop de place. Sauf que la croissance de la place prise par la blockchain est inférieure à la croissance du développement des capacités informatiques. Merci la loi Moore. Et donc aujourd'hui, une blockchain n'est pas très lourde, c'est l'équivalent de 4 DVD pour avoir l'ensemble de la blockchain. Parce que en fait, les informations qui sont stockées, elles sont encryptées. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure de hash extrêmement simple. Elles sont hachées, HA, et l'encryption fait que le volume en fait est extrêmement faible. Donc on peut encrypter l'identité d'un livre sur quelques kilooctets. Merci. Moi, j'avais une question. Quand tu fais un ICO et que tu lèves beaucoup d'argent, comment ensuite tu peux l'utiliser, puisque les salariés de l'entreprise, tu les payes en hard money, tous tes développements, tu les payes en hard money. Donc, comment après se fait la bascule entre ta levée de fonds ICO et l'usage au quotidien? Donc en effet, je répète, ICO, Initial Coin Offering, financement de l'innovation pour les startups blockchain. On reçoit en général des Ethers ou des Bitcoins contre de l'émission de tokens qui donnent accès à un service. Et en effet, il faut convertir ces tokens, ces bitcoins, en dollars ou en euros pour pouvoir payer les employés. Et donc c'est extrêmement simple. Il y a plein de places de marché qui existent qui permettent de passer de bitcoin à dollars ou de bitcoin à euros. Et après, on prévient la banque, vous allez recevoir une somme d'argent de notre compte de place de marché. Par exemple, Kraken est extrêmement réputé aux États-Unis, et il y en a d'autres. Et donc, on envoie, en fait, on convertit une partie des crypto-monnaies en fiat monnaie pour pouvoir vivre et pour pouvoir payer les employés, réaliser le développement commercial de l'entreprise, etc. Donc c'est un mode de fonctionnement après qui est comme une entreprise normale. C'est juste la partie initiale qui est spécifique à la blockchain. N'hésitez pas à poser des questions challengeantes. On est entre nous. Bonjour, merci pour la présentation. Toujours sur le thème des ICO, j'avoue que je suis assez surpris que des sociétés avec une notoriété limitée ou naissante puissent lever autant d'argent par ce principe en fait. Donc qu'est-ce qui se cache derrière vos 12 millions d'euros initiaux levés en 3 heures? En fait, en effet, c'est un point clé. Clairement, là, j'ai fait une présentation un peu coup de poing pour qu'on ait des grands chiffres en tête. C'est pas simple de lever de l'argent via une ICO. Il faut avoir un track record qui soit très fort. Il y a beaucoup de compétition. Là, on a un des fondateurs d'AEXEC, Gilles Fedac. Gilles a travaillé 10 ans dans des grandes entreprises, des grands laboratoires français, CNRS par exemple, INRIA, avec des track records sur des gros projets internationaux en grid computing. Et donc, quand on adresse une communauté technologique blockchain avec un parcours, une expérience qui va servir à développer cette communauté, bien sûr, il y a une excitation qui est réalisée. Et les personnes qui sont derrière la levée, il y a deux types d'investisseurs. Il y a ceux qui veulent spéculer. Ils sont moins intéressants, peut-être. Et puis, il y a ceux qui croient vraiment au projet et eux, ils veulent être utilisateurs. Donc, en fait, c'est du crowdfunding. Ils donnent un peu d'argent pour pouvoir faire part des personnes qui ont permis à un projet de se réaliser. Et ils ont accès plus tard à un service qui est développé. Oui. C'est quoi l'investissement moyen d'un investisseur? Vous n'avez pas 12 millions d'investisseurs qui investissent 1 euro? Ça dépend vraiment en fait, des projets. Là, en fait, quand on parle en fiat, nous on parle plutôt en bitcoin, parce que quand on parle en fiat, vu qu'il y a une variation du prix du bitcoin, c'est 12 millions. C'est-à-dire 12 millions il y a 1 an et demi, aujourd'hui c'est 70 millions. Donc 10 000 bitcoins, en effet, ça dépend. Il y a des personnes qui vont donner l'équivalent de 10 euros. Et il y a des personnes qui sont potentiellement plus tard des partenaires qui vont donner plus d'argent. C'est assez varié. On a vu dans d'autres ICO que des grands groupes décident d'être part majoritaire de l'ICO parce qu'ils sont intéressés par le service proposé par l'entreprise et qu'ils veulent suivre de près le développement du projet.
J'ai une question par rapport à la provenance des fonds, parce qu'au final, comme le Bitcoin, il peut être aussi utilisé, comme vous l'avez dit, à des besoins plutôt sales. Ça dérange pas une entreprise de pouvoir récolter des fonds qui peuvent être sales? Alors justement, en fait, ce que j'ai dit, c'est que si on passe plus de 30 minutes sur Wikipédia, on se rend compte que c'est ridicule d'utiliser le Bitcoin dans des environnements qui soient sales. Parce qu'il y a une traçabilité du Bitcoin depuis son émission jusqu'à la fin. Donc quand je prends un billet de 10 euros, je suis incapable de savoir à quoi il a servi avant parce qu'il n'y a pas de traçabilité. En crypto-monnaie, il y a une traçabilité de l'ensemble des étapes. Et donc, si une personne est suffisamment stupide pour utiliser du Bitcoin pour financer de la drogue, par exemple, et se tire une balle dans le pied parce qu'on va savoir à quoi a servi le Bitcoin, on va savoir où est-ce qu'il est là, il a été après, on va savoir d'où est-ce qu'il vient avant. Donc ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait, parce que je pense qu'il y a des imbéciles dans tout cœur de métier, notamment possiblement dans le terrorisme et dans la drogue. Mais si on passe plus d'une demi-heure sur Wikipédia, on se rend compte que c'est un choix qui est stupide. Et après, pour prévenir en fait, c'est ce petit pourcentage de personnes qui n'ont pas compris que le Bitcoin est un superbe outil de tracing, enfin de traçage, et donc le cash est favorable quand on a des mauvaises intentions. Pour ça, les sociétés font aussi justement des différents process d'identification des personnes qui participent au financement via des ICO. Merci. S'il y a une dernière question, c'est maintenant, et après vous pourrez discuter avec le conférencier à 14h dans le village. Merci beaucoup. Ah, il y a une dernière question. C'est juste une question par rapport à la législation européenne ou française. Si je prends la partie médicale, on sait qu'on a des serveurs qui doivent être certifiés HIP2A ou autres. Là, vu qu'on a les données qui sont réparties sur plein de machines différentes, on en est où d'un point de vue législation et blockchain? Alors, là c'est un bon exemple. La pharma, clairement, les projets intermédiaires seront souvent des consortiums privés, avec des blockchains privés, des blockchains de consortium, pour que on ait un équilibre entre le partage d'informations, l'intérêt du partage d'informations et la compliance par rapport à des règles d'État ou des règles européennes vis-à-vis de la protection des données. Donc c'est toujours des projets étape par étape. La pharma, c'est un superbe exemple. Les premiers projets blockchain de la pharma seront sur des blockchains privés.